Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Press, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font l'actualité littéraire en France, une émission produite par l'Université Ohio State et son centre d'excellence. Alors aujourd'hui, en compagnie de ma collègue Lucille Toth, qui est professeure assistante en études françaises et francophones à l'Université Ohio State, j'ai la joie de recevoir notre 5e invité de la saison, le professeur Bruno Perrault, qui vient nous parler de son dernier livre, un essai intitulé « Sphère d'injustice pour un universalisme minoritaire » et c'est publié aux éditions La Découverte. Bonjour et bienvenue Bruno Perrault. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Bruno Perrault, vous êtes le Cynthia L. Reid professeur en études françaises au Massachusetts Institute of Technology et un membre affilié du Centre d'études européennes à l'Université Harvard. Vous avez obtenu votre doctorat en sciences politiques à l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne avant d'enseigner à Sciences Po et à l'Université Paris-Val-de-Marne. Vous avez été membre de l'Institute for Advanced Study à Princeton, chercheur associé à l'Université de Cambridge, chercheur invité au Stanford Humanities Center, chercheur invité à l'Université de Californie à Berkeley et chercheur au Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences at Stanford. Vous avez reçu de nombreux prix, notamment de la British Academy, de la Commission européenne, de l'Institut universitaire européen, du gouvernement français et du Conseil américain des sociétés savantes. Alors vous êtes le président fondateur du séminaire Global France du MIT et de l'initiative French Plus, devenue récemment un centre d'excellence en études françaises et francophones. Vous êtes l'auteur de 12 livres sur la politique française, la bioéthique, les politiques familiales, la théorie queer et le droit des minorités, parmi lesquels les politiques de l'adoption, la théorie queer, la réponse française, les défis de la République, qui a peur de la théorie queer et The Oxford Encyclopedia of LGBT Politics and Policy. Vous êtes également l'auteur d'une trentaine d'articles et de chapitres de livres portant sur la politique LGBT, les mouvements réactionnaires, la littérature française contemporaine, la théorie sociale critique et la langue française également. Alors aujourd'hui, vous êtes l'invité du Centre d'excellence de l'Université Ohio State et nous profitons donc de votre passage à Columbus pour discuter de votre tout dernier livre, Sphère d'injustice pour un universalisme minoritaire, paru l'automne dernier chez La Découverte. Alors, pour commencer notre entretien, nous allons parler, si vous voulez bien, de la question de l'universalisme minoritaire. Alors, dans l'introduction de votre ouvrage, vous écrivez, je cite, « Si le minoritaire ne désigne pas une naissance ou un statut, mais une relation dans un rapport de pouvoir, relation qui est à la fois complexe, changeante et polysémique, cela implique de reconnaître que l'on dispose toutes et tous d'une part minoritaire en nous, part qui peut être plus ou moins importante. » Alors pouvez-vous revenir pour nous, s'il vous plaît, sur ce concept que vous élaborez à partir de cette analyse du phénomène minoritaire, à savoir le concept d'universalisme minoritaire. En particulier, pourriez-vous préciser ce que vous entendez par cette expression volontairement oxymorique et nous expliquer en quoi elle véhicule une critique de ce que l'on entend en règle générale par universalisme? Alors, on commence par les choses sérieuses. Absolument, absolument. Alors, le constat de départ du livre est lié au livre précédent, au fond, comme c'est souvent le cas. Le livre précédent avait analysé les mouvements d'opposition au mariage pour tous en France, et j'avais été frappé par une chose en particulier, la façon dont ces mouvements revendiquaient leur propre part minoritaire, mais une part minoritaire artificielle en quelque sorte, pour pouvoir mieux attaquer les mouvements qui défendaient les droits des minorités. C'est-à-dire qu'au nom de la liberté d'expression, de leur singularité, ils disaient sur la place publique, au fond, ce que nous sommes doit être respecté comme ce que revendiquent les mouvements LGBT. Et alors cette logique d'équivalence, qui a d'ailleurs été valorisée par l'actuel président de la République, Emmanuel Macron, me semblait tout à fait problématique, parce que ça revenait à mettre sur le même plan des groupes historiquement discriminés, des groupes qui ne l'étaient pas, au simple nom de la liberté d'expression. Donc j'ai eu à cœur de travailler au fond ce qu'était la notion de minorité. Et dès que l'on s'attaque à cette tentation relativiste, il faut aller regarder au cœur des choses, c'est-à-dire le droit et la philosophie du droit. Aujourd'hui, les groupes minoritaires sont protégés par des catégories juridiques qui sont au nombre de 25 en France. Elles sont moins nombreuses aux États-Unis, elles sont 9. Et ces catégories juridiques constituent en quelque sorte comme un statut, c'est-à-dire un certain nombre de dispositifs qui vous protègent contre la discrimination, contre l'exclusion, qui vous permettent d'avoir réparation lorsque vous êtes traité de façon injuste. La difficulté avec ces catégories, c'est qu'elles sont limitatives et que pour pouvoir reconnaître un groupe,
il faut donc ne pas en reconnaître d'autres. C'est-à-dire que tout geste de reconnaissance est aussi un geste de non-reconnaissance. Et donc il me paraissait important de réfléchir à comment conserver ces statuts qui sont absolument essentiels pour protéger les personnes et les groupes de personnes, mais en même temps d'avoir une approche plus souple, plus flexible, plus réflexive sur ces catégories. Et c'est là que la notion d'universalisme minoritaire arrive en quelque sorte. C'est-à-dire que si l'on considère qu'être minoritaire, ça n'est pas la même chose tout le temps. On est minoritaire selon un critère, selon un deuxième, un troisième, mais pas nécessairement selon 10 ou 15 critères. Ça peut varier selon le contexte dans lequel on est considéré. Au regard de l'âge, dans certaines activités, on va être minoritaire. Si on réfléchit en termes de genre ou de sexualité, le rapport minoritaire peut s'inverser. Là où on était minoritaire, on peut devenir majoritaire. Donc dès lors que l'on a cette réflexion plus mobile en quelque sorte sur ce qu'est l'expérience minoritaire, cela implique au fond de réfléchir aux articulations entre ces multiples expériences. Et il n'y a pas de raison en quelque sorte de s'arrêter à la frontière du groupe minoritaire lui-même. Une personne majoritaire peut être traversée par des expériences minoritaires et donc par conséquent c'est une façon de reconnaître que le destin des minorités et le destin du groupe majoritaire est lié, tout en acceptant cette chose très importante, je veux insister sur ce point dès le début de notre discussion, sur le fait que ces expériences ne sont pas du même type. C'est-à-dire que lorsqu'un groupe majoritaire fait une expérience minoritaire, celle-ci n'est pas nécessairement vectrice d'identité, celle-ci n'est pas nécessairement durable, n'est pas nécessairement d'une grande intensité. Pourtant, il est utile d'utiliser ce matériau pour que ce matériau résonne avec les expériences minoritaires. Donc c'est une façon de lier les personnes les unes aux autres et donc de réfléchir à une autre forme d'universalisme qui n'est pas posée à partir de valeurs absolues, mais plutôt qui est le résultat de ces interactions multiples. Le terme que j'utilise dans le livre est celui de résonance. Très bien. Alors, il y a un autre concept sur lequel vous insistez dans votre ouvrage, c'est le concept d'intersectionnalité. En effet, dans le domaine académique, cette notion, l'intersectionnalité, est largement utilisée, comme vous le montrez dans votre texte. Historiquement, c'est un concept créé par la chercheuse afro-américaine Kimberly Crenshaw, qui opère, pour vous citer, une puissante critique du droit, trop sectionnelle dans son appréhension des différences de traitement. Dans votre ouvrage, vous proposez un glissement paradigmatique qui consiste à passer de l'inter à l'intra. Vous écrivez, je cite, « La notion d'intrasectionnalité, telle que je l'entends, implique d'analyser la façon dont la performativité juridique lie matériellement les destins individuels. » Et plus loin, vous ajoutez « La perspective intrasectionnelle que je propose renforce et complète l'approche intersectionnelle dont elle pallie les apories agentivistes. » Alors pouvez-vous nous expliquer davantage ces apories comme l'importance de ce glissement de paradigme? Oui, alors c'est un paradigme que je conçois au fond comme étant en renfort, si j'ose dire, de l'intersectionnalité. Ce n'est pas une volonté de remplacer l'intersectionnalité qui a une fonction politique très importante, celle de faire émerger des luttes minoritaires complexes. Simplement, dans le rapport au droit, ce que voulait faire Kimberly Crenshaw est de penser une dynamique discriminatoire. Elle prend l'exemple dans son article des violences subies par les femmes noires et elle s'appuie sur le constat selon lequel ces violences ne sont pas seulement la somme de violences racistes et de violences sexistes, mais qu'il y a là une combinaison qui crée une sorte de troisième type de discrimination en quelque sorte. La difficulté, c'est que ce troisième type, il est difficile à saisir par le droit, parce que le droit résonne de façon comparatiste. Pour prouver une discrimination, il faut établir qu'il y a eu une différence de traitement et que cette différence de traitement est jugée illégale par la loi. Pour prouver qu'il y a différence de traitement, il faut comparer les situations. Si l'on compare les situations, ça a d'abord une première conséquence que j'avais observée lorsque j'avais travaillé sur les politiques d'adoption il y a très longtemps, c'est que le groupe auquel on est comparé devient un groupe qui acquiert une centralité normative. C'est le groupe de référence, c'est le groupe étalon. C'est-à-dire que dans l'acte même qui consiste à reconnaître une différence de traitement, donc à en quelque sorte restaurer la légitimité du groupe discriminé,
on revalorise le groupe centralement normatif. Alors, il y a une deuxième difficulté aussi dans cette logique comparatiste, c'est la complexité. Si on retient 1, 2, 3 critères dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les statuts qui protègent les minorités, il est encore peut-être possible pour le juge d'établir une différence de traitement. Si on prend 4, 5, 6, 10 critères en même temps, par définition, la conclusion de la Cour sera de considérer que les deux situations sont singulières et que par conséquent, il est impossible de prouver la différence de traitement, donc la discrimination. Donc au fond, la logique ultime de l'intersectionnalité, du point de vue du droit, c'est de se dissoudre. Et donc il y a d'autres façons de procéder, que le juge européen d'ailleurs reconnu dans sa jurisprudence, à la fois la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme, à savoir ne prendre qu'un seul critère, mais en quelque sorte de mobiliser avec plus d'intensité et de regarder, d'étudier ce critère à la lumière de la jurisprudence sur d'autres critères, c'est-à-dire examiner le genre, à la lumière de l'expérience que l'on a des cas de discrimination quant à l'âge, quant aux situations de handicap, etc. Donc il ne s'agit pas nécessairement d'un croisement, mais plutôt, comme je le disais tout à l'heure, d'une forme de résonance entre des situations différentes. Parce que dans les faits, dans la vie sociale concrète, ces discriminations-là, elles sont souvent articulées. Lorsqu'il y a une discrimination sexiste, l'agisme est rarement très éloigné, et vice-versa. Donc cette expérience-là du juge, qui existe dans la technique juridique ordinaire européenne, n'a pas été jusqu'à présent l'objet d'une étude plus systématique. Et c'est ce que je fais dans le livre, c'est-à-dire montrer que puisque on peut protéger une personne à partir de protections dont bénéficient d'autres personnes selon d'autres critères, il y a là une façon plus solidariste d'aborder la lutte contre les discriminations. Ce que je dis en termes foucaldiens dans le livre, le gouvernement des uns sert à protéger les autres, puisqu'on est gouverné par le gouvernement des autres. Très bien. Alors dans un ouvrage récent, paru chez Gallimard et intitulé « La haine de l'émancipation », l'historien François Cusset affirme que derrière l'épouvantail woke, qui est si fréquemment brandi en France depuis maintenant quelques années, le vieux monde, allié à l'extrême droite, s'attaque à la jeunesse et à son combat renouvelé pour la justice sociale, raciale, climatique. Vous-même, dans le 4e chapitre de Sphère d'injustice, vous étudiez l'appropriation de la notion de minorité par divers groupes réactionnaires qui dénoncent les droits des minorités dans les médias, la rue, les tribunaux. Pouvez-vous revenir sur les arguments avancés par ces discours contre-minoritaires et sur la manière dont il est possible de répondre à la menace qu'ils font peser sur les politiques antidiscriminatoires dont ils corrompent les catégories de l'intérieur? Alors, la première façon, je crois, de répondre, c'est de manier une certaine forme d'ironie. C'est aussi pour ça que j'ai appelé le chapitre la contre-minorité, c'est-à-dire que le contre, c'est-à-dire qu'ils sont aussi tout contre la minorité. C'est-à-dire qu'il y a chez ces groupes une forme de fascination dans les cultures minoritaires qu'ils ont participé à construire paradoxalement, c'est-à-dire par l'exclusion qu'ils ont générée, et ils souffrent d'être exclus par leur propre exclusion, c'est-à-dire de ne plus avoir accès à des cultures vernaculaires qui leur sont désormais en quelque sorte inaccessibles, ou qu'ils pensent en tout cas, qu'ils fantasment comme inaccessibles. Donc une des façons de répondre, c'est de manier cette ironie-là, de la manier dans l'espace public, de montrer cette fierté, cette ironie, cet amusement sur sa propre identité, chose qui est très déstabilisante pour ces groupes. Une autre façon, c'est évidemment d'aller chercher plus précisément en quoi consistent ces mobilisations. Alors je l'avais fait effectivement à partir des débats sur le mariage pour tous en France. Il y avait dans la rue des slogans qui revendiquaient la parité par exemple, mais la parité dans le mariage. Des prières de rue qui étaient des prières où il était invoqué pêle-mêle, Gandhi, Hannah Arendt, Aristote, c'est-à-dire cette idée qu'il y avait une philosophie humaniste qui justifiait le fait de se battre contre l'obtention de droits fondamentaux pour d'autres groupes. Légèrement paradoxal. Extrêmement paradoxal. Donc ça implique
au fond, de prendre aussi ces discours-là au sérieux. C'est en cela aussi que mon héritage foucaldien est important. Pour Foucault, les discours, c'est le lieu même où les rapports de pouvoir s'exercent. Ce n'est pas simplement la surface de projection de rapports de pouvoir extérieurs au discours, c'est vraiment le cœur de la machine inégalitaire. Donc il faut prêter attention à ces discours, bien évidemment. Et puis ce que j'essaye de montrer dans ce chapitre aussi, alors je dois quand même préciser que la façon dont ces discours contre-minoritaires s'organisent varient considérablement d'un pays à l'autre en fonction de la culture, notamment du rapport au droit. C'est pour cela qu'en France, ça a été beaucoup dans la rue. Il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait donner, des femmes habillées en Antigone pour se battre contre une loi injuste, les enfants en Gavroche pour être l'incarnation de l'orphelin pauvre du Paris du 19e siècle. Dans d'autres pays, comme aux États-Unis, c'est davantage devant les tribunaux, au nom de la liberté d'expression, que ces combats se manifestent. Alors c'est le cas sur la question de l'avortement, c'est le cas sur la question des identités trans et de l'accès à la santé, par exemple. Donc il faut aussi être capable de suivre à la fois comment ces réseaux sont organisés et comment ils communiquent, comment ils échangent des formes d'expertise. Ça, c'est une façon de résister, c'est-à-dire connaître l'ennemi en quelque sorte, mais aussi regarder comment les différents discours se déclinent d'un pays à l'autre pour ne pas proposer une réponse qui elle-même serait totalement uniforme. Et puis dernière chose, c'est l'enjeu du livre, c'est de pouvoir associer une réflexion sur la justice à une réflexion sur l'injustice. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense les théories sociales à partir de la notion de l'injustice, l'argument qui consiste à dire « nous sommes discriminés par l'existence de groupes minoritaires qui auraient une voix plus importante aujourd'hui et qui nous censureraient », cette question cet argument est totalement annihilé si on regarde la réalité des expériences d'injustice. C'est-à-dire que là, ces groupes-là doivent être amenés à prouver en quoi ils sont discriminés lorsque, en tant que couple hétérosexuel marié, le mariage est ouvert aux couples homosexuels. Par définition, ça ne leur retire aucun droit. Donc le fait de se définir comme étant eux-mêmes minoritaires et devant être protégés comme les autres ne tient plus. Absolument. Alors pour ma prochaine question, j'aimerais évoquer avec vous la question de l'articulation entre les politiques publiques et la notion au cœur de votre ouvrage, celle de l'universalisme minoritaire. Alors dans la conclusion de votre ouvrage, vous évoquez l'extrême complexité du monde social qui va déborder nécessairement le travail critique, de sorte que celui-ci peut se voir reprocher son normativisme, comme le caractère imprévisible de l'impact qu'il est susceptible d'exercer sur les pratiques mêmes qu'il analyse. Toutefois, comme vous le notez vous-même, le travail critique n'en est pas moins nécessaire car il permet d'imaginer des politiques publiques au diapason de l'universalisme minoritaire. Alors pourriez-vous revenir pour nous, s'il vous plaît, sur certaines conséquences concrètes que pourrait avoir dans le monde social la mise en œuvre d'un universalisme minoritaire? Alors vous avez bien fait de rappeler cela parce que le livre n'a pas vocation à substituer à une éthique majoritaire en démocratie, une autre éthique qui serait tout aussi ontologique en quelque sorte. Il s'agit vraiment d'une éthique qui est le résultat d'un travail critique, c'est-à-dire penser d'abord contre soi. Et donc lorsque l'on résiste à un certain nombre de normes, on en produit d'autres. On produit des normes pour résister aux autres normes. Et donc il faut être en permanence critique de ce mouvement-là, et donc assez prudent sur les conséquences d'un essai comme celui-ci. Je suis ravi que si plein de gens, et notamment des personnes qui sont en charge de la conception et de la mise en œuvre et de l'évaluation des politiques publiques, si ils et elles le font, mais enfin, ce n'est pas un travail qui m'appartient en quelque sorte. Néanmoins, je peux regarder un certain nombre de pistes possibles. J'ai évoqué dans le livre plusieurs choses. D'abord, la question de la représentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la représentation est conçue pour l'essentiel sur une base territoriale, ce qui implique que les minorités sont dans une stratégie paradoxale. Si elles se concentrent dans un lieu, elles vont être représentées, mais leurs intérêts vont être dilués dans d'autres lieux où elles ne sont plus. À l'inverse, si elles sont présentes partout, il y a aussi le risque de ne pas être représentées du tout.
Donc pourquoi ne pas imaginer d'autres formes de représentation et aussi d'autres formes de décision? C'est-à-dire pourquoi lorsqu'une une discussion a lieu sur un sujet donné, il ne pourrait pas y avoir une prise de parole et aussi même un droit de vote prioritaire aux personnes qui sont directement concernées par ces décisions et qui ont acquis, par le fait d'être concernées, une forme d'expertise tout à fait unique. Ça ne veut pas dire remplacer la représentation territoriale, mais c'est la faire fonctionner selon d'autres rythmes, de façon plus variable, selon les enjeux. C'est une possibilité parmi d'autres. J'évoque la question des jurys. Alors j'aime beaucoup m'amuser de cela dans mes interventions, mais qu'est-ce qui se passerait si la constitution de jurys en assises, par exemple, était composée de personnes dont la trajectoire biographique est plus proche de celle des personnes qui sont parties civiles? Qu'est-ce que ça changerait? Alors on sait très bien, parce qu'il y a plusieurs sociologistes qui y ont travaillé, que sur les modalités de décision et de discussion au sein du jury, il n'y a pas d'impact, puisqu'en fait les procédures finissent par produire une sorte de montée en généralité qui tente à détacher les personnes de leur expérience, mais néanmoins il y a une dimension symbolique, une dimension affirmative très forte, et peut-être même une dimension dissuasive. Si on sait que l'on pourrait être amené à être jugé pour telle ou telle violence, crime contre telle ou telle catégorie de personnes par les personnes concernées, il est aussi possible que ça change par anticipation le comportement des agresseurs. Alors, merci beaucoup. Je vais me tourner à présent vers ma collègue et amie, Lucille Toff, qui va poursuivre notre discussion au sujet de Sphère d'injustice. Alors votre livre, Sphère d'injustice, c'est vraiment, ça peut être considéré comme un compte-rendu critique de l'actualité très récente, autant en France qu'aux États-Unis. Vous parlez d'Adama Traoré, des Gilets jaunes, de la transparentalité ou encore de l'affirmative action. Ce sont des combats politiques qui sont en train, enfin, je l'espère, de transformer les mentalités en profondeur et de manière plutôt radicale. Comment est-ce que vous travaillez l'extrême contemporain ? De façon assez instinctive, parce que je crois qu'il n'y a pas tellement d'autres solutions que ça, puisqu'on est en permanence dépassé par son objet. Donc il faut accepter de se laisser prendre par son objet et essayer d'être le plus réflexif possible. Ça implique de réécrire, de retravailler, de retourner sur le terrain en permanence. Donc c'est une question d'agilité en quelque sorte, mais pour l'enjeu qui est celui d'un livre, qui est la publication, il y a ce moment fatidique, le moment où on s'arrête d'écrire. Et donc c'est le moment où on sait que l'actualité telle que l'on l'a analysée a une inscription suffisante dans la réflexion générale du livre pour tenir en tant que telle, même si d'autres événements viennent la remplacer. De façon peut-être plus optimiste, si on a bien fait son travail, on est rarement complètement dépassé par l'actualité suivante, parce que celle-ci se rattache à la précédente et on vient redire le sens le plus souvent. Donc vous créez une généalogie en fait. Au fond, oui, parce que ce que j'ai écrit sur l'adoption à un moment où l'adoption n'était pas ouverte aux couples de même sexe, en fait, n'a pas tellement perdu de pertinence après la loi de 2013. Ce que je décrivais comme les formes les modalités de sélection des bons et des mauvais parents, ceci s'est un petit peu assoupli, notamment, évidemment, sur la base de l'orientation sexuelle, puisqu'il serait illégal de prendre ça directement en compte. Mais il y a plein d'autres façons de sélectionner les candidats en fonction de qualités supposément associées à telle ou telle orientation sexuelle, qui fait qu'il est plus difficile pour telle ou telle personne de pouvoir adopter. Les enfants il y a moins d'enfants adoptables aujourd'hui. Par conséquent, et notamment l'adoption internationale a été réduite considérablement. Et donc la seule solution pour pallier à ça implique d'avoir des politiques affirmatives qui permettent de connecter
des parents selon leurs caractéristiques individuelles à certains lieux où des enfants sont adoptables. Parce que l'on sait que si vous êtes un couple marié, 2 hommes ou 2 femmes, l'adoption deviendra impossible dans la majorité des pays où il était possible d'adopter. Donc ça implique de faire un travail beaucoup plus proactif de la part des services de l'aide sociale à l'enfance. Ça, je le décrivais il y a des années quand certains travailleurs sociaux me disaient « Bon, les homosexuels, franchement, pour l'adoption, c'est pas possible, mais on a un enfant séropositif, là, peut-être qu'ils pourront s'en occuper. » C'était le type de discours que je rencontrais assez fréquemment. Donc il y a des stéréotypes qui perdurent de façon beaucoup plus subtile, mais qui n'invalident pas tellement les hypothèses précédentes si elles ont été pas trop mal posées. Je travaille beaucoup dans mes recherches sur la littérature médicale. Donc j'étais très intéressée par le fait que vous travaillez aussi sur le care. Vous écrivez « L'universalisme minoritaire n'est pas une éthique de soins ». Ça, c'est dans votre chapitre qui est consacré au care et à l'empathie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le care, peut-être aussi dans sa différence à la littérature médicale, parce que ce n'est pas nécessairement les mêmes approches. Et qu'est-ce que ça a à voir, le care, avec l'universalisme minoritaire? Alors, c'est la toute fin du livre où je reviens sur, au fond, l'éthique qui peut émerger des résonances que j'évoquais plus tôt entre différents groupes sociaux et entre différentes personnes. Et cette éthique-là, si on fait le constat que l'on cohabite dans le même espace, alors espaces qui sont plus ou moins ségrégés, d'où l'idée de sphère, qui est l'importance de maintenir cette idée que notre lien à l'autre est un lien qui n'a pas toujours la même signification. Lorsque l'on pense donc cette cohabitation, on peut la penser dans une perspective philosophique qui est celle de l'association. C'est-à-dire que l'autre, on a une passion en quelque sorte du lien à l'autre. Sauf que cette passion du lien à l'autre, elle est très inégalement distribuée et qu'elle risque parfois de gommer les rapports de pouvoir dans le lien à l'autre. Et c'est un élément de méfiance que j'ai à l'égard du care comme réponse absolue aux formes d'inégalité. Alors le care, pour aller un petit peu vite, je vais vraiment être caricatural, mais dans le sillage des travaux de John Tronto, c'était une façon de valoriser toutes ces activités de soins, qui sont des activités bien souvent non rémunérées, bien souvent conduites par les femmes, donc dans le cadre de la famille, mais aussi bien au-delà, c'est-à-dire dans le quartier, qui passe faire les courses pour les personnes proches, qui passe les coups de fil pour maintenir le lien avec telle ou telle personne éloignée du lieu familial principal, etc., etc. Et puis évidemment les activités de soins en tant que telles, c'est-à-dire le soin médical. Donc vous avez raison, c'est une constellation et pas simplement un rapport médical à l'autre. Ce qui me paraît important, c'est que je comprends très bien historiquement la nécessité de revendiquer ces activités comme étant des activités qu'il faut valoriser, qu'il faut reconnaître, précisément parce qu'elles ne le sont pas ou pas assez. Donc ça, je n'ai absolument aucune réticence sur ce point. Mais le risque est de minorer le rapport de pouvoir dans cette dynamique de soins. Quand on soigne quelqu'un, on a aussi un rapport de pouvoir, un rapport de domination sur cette personne. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui ne peuvent pas être dans la réciprocité, c'est-à-dire qui ne peuvent pas, par exemple si elles affrontent un handicap très lourd, elles ne peuvent pas elles-mêmes soigner à leur tour. Est-ce que ça veut dire qu'elles perdent une certaine valeur morale dans ce dispositif? Et donc ce que j'essayais de dire avec l'idée de l'éthique minoritaire, c'est que ce qui permet de justifier au fond nos rapports, ou de mieux comprendre nos rapports, nos résonances, c'est la présence. La présence, c'est-à-dire quelque chose de plus intransitif, qui n'est pas lié au regard que l'autre porte sur nous, mais davantage à l'incarnation physique de la présence dans l'espace social. Et que cette incarnation-là, pour les minorités, elle passe aussi
parfois par une certaine revendication, non pas d'association, mais de dissociation du groupe social. Parce que ce qui caractérise une minorité, au fond, c'est d'être d'abord constitué par un rapport de non-souveraineté. C'est-à-dire, on est parlé avant que de parler. On est localisé avant même de savoir où l'on se trouve, en quelque sorte. Et donc, c'est une expérience où on est traversé par le regard des autres, par le contrôle des autres aussi, que l'on peut vouloir y résister en restaurant une forme de souveraineté sur soi, mais qu'on sait que cette souveraineté, elle ne sera jamais absolue, et qu'on peut être rattrapé à n'importe quel moment par un geste, une parole, par une action. Et donc, par conséquent, il y a dans l'expérience minoritaire une autre forme de résistance, qui est plutôt une forme de résistance basée sur la dissociation, c'est-à-dire accepter qu'on se laisse traverser et qu'on flotte, on n'est pas nécessairement dans un rapport justement de soin permanent au groupe, mais que ce qui fait le lien est précisément aussi ce qui nous éloigne parfois de l'autre. Si l'on s'en éloigne, c'est qu'on était déjà en lien avec cette personne. Excellent. C'est super intéressant de penser à ça. Je vais faire référence à un autre ouvrage que vous avez publié en 2016, Queer Theory, The French Response. C'était publié aux presses de l'Université de Stanford. Vous parlez d'un concept qui m'intéresse énormément, c'est le fantasy echo. Et ça peut se traduire en français par éco-fantasme. L'idée, c'est que ça montre l'effet boomerang qu'il y a entre des cultures ou des territoires. Alors, par exemple, ce qu'on appelle la French Theory aux États-Unis, qui regroupe des penseurs français comme Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, qui ont influencé plusieurs mouvements, le post-structuralisme, mais aussi ont permis l'émergence d'études queer, d'études de genre en Amérique du Nord, entre autres. Et ce sont des pensées qui sont ensuite revenues en France pour y être contestées, voire traitées d'américanisation de la pensée. Donc ce phénomène de fantasy echo, s'il n'est pas frontalement mentionné dans Sphère d'injustice, je l'ai quand même retrouvé dans votre conversation sur l'affirmative action et les quotas, incluant la race des individus, ce qui est vraiment récusé en France. Aviez-vous cette notion en tête pour ce livre? Et comment est-ce que la question de l'universalisme minoritaire nous permet peut-être de la repenser ou de l'actualiser? Alors, la notion d'éco-fantasme, ce n'est pas la mienne au départ. C'est celle que Joan Scott développe, et ce n'est même pas tellement la sienne, puisque c'est celle d'un de ses étudiants. Elle explique ça dans l'article éponyme, de façon assez ironique. C'était un étudiant, elle était à l'époque assistante d'histoire. George Mossey était le professeur d'amphi. C'était à Madison, si ma mémoire est bonne. Et George Mossey avec un fort accent allemand. Et quand il prononçait fin de siècle, l'élève avait cru entendre fantasy echo. Donc il avait créé comme ça un concept par une sorte on pourrait dire, d'interstice entre plusieurs langues. Et Joan Scott s'en est emparé pour décrire la façon dont les idées, concepts circulent comme autant de réverbération, c'est-à-dire réverbération, le fait qu'il y a toujours quelque chose de la source qui demeure, mais que les réverbérations sont telles qu'on ne sait plus où est la source. D'ailleurs, je vous ai attribué la source. Exactement, c'est ça, preuve que ça fonctionne. Et donc c'était sous-jacent dans le livre précédent, puisqu'au fond, ce qui était perçu comme une théorie américaine risquant de détruire la famille française, donc la théorie du genre, mais ça a été décliné de mille façons, le décolonialisme, le wokisme, et effectivement dans la dénonciation de la théorie du genre, il y avait en particulier une dénonciation des auteurs considérés comme des auteurs queer ici. Cette théorie-là, aux États-Unis, elle était perçue comme la théorie française, précisément parce qu'elle s'inspirait en partie d'auteurs que vous avez mentionnés. Donc ce qui m'amusait, c'est de regarder ce qui était perdu et gagné dans ces multiples réverbérations, et comment aussi on pouvait en quelque sorte apprendre, comment on pouvait s'y régénérer aussi. C'est effectivement un des enjeux de Sphère d'injustice, puisque le livre
au-delà des réflexions éthiques et théoriques, est un livre qui compare les politiques antidiscriminatoires en France et aux États-Unis, et plus largement en Amérique du Nord et en Europe. Et donc, pour effectuer ces comparaisons, j'aurais pu arriver avec un dispositif méthodologique comparatiste très strict, et j'ai préféré au fond considérer que, pour des raisons historiques, le rapport au droit en France et aux États-Unis est très profondément entremêlé. Enfin, Tocqueville l'a très bien montré. Et donc, il s'agit plus d'une étude croisée, d'une étude qui regarde les points de divergence, de continuité, de diffraction. Et c'est le cas sur l'action affirmative. Pour répondre plus précisément à votre question, l'action affirmative, donc, dont on sait qu'elle a été interdite par la jurisprudence de la Cour suprême aux États-Unis à la fin du mois de juin de l'année précédente, cette action affirmative qui a longtemps été honnie en France, l'ironie est qu'elle continue en France, mais sous des formes qui ne disent pas leur nom, puisque en France, elle est développée sur une base essentiellement territoriale, même si ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est probablement ce que les États-Unis vont devoir faire, c'est-à-dire si l'on veut avoir des politiques de recrutement, notamment à l'université, puisque nous sommes dans ce cadre-là, qui prennent en compte les trajectoires individuelles, les différences de ressources lorsqu'il s'agit d'être admis dans tel ou tel programme, il va falloir utiliser une base qui se supplée aux critères qui étaient utilisés jusqu'à présent, c'est-à-dire la race et l'ethnicité, en s'appuyant sur une réalité de la société américaine qui est la ségrégation, qui fait que si l'on s'appuie sur des critères territoriaux, on finit par obtenir un résultat qui est pas aussi puissant, mais qui néanmoins compense l'impossibilité légale que la Cour suprême a affirmée à la fin du mois de juin dernier. Et donc, pour vous, penser l'éco-fantasme à travers l'affirmative action, est-ce que vous avez repensé à la manière dont vous l'aviez utilisé dans vos travaux précédents? Et est-ce que ça le modifie? Est-ce que ça le réactualise ou vraiment, ou pas nécessairement? Oui, ça le réactualise, puis ça le réactualise aussi parce que les premiers travaux que j'ai menés sur l'action affirmative, je l'ai fait alors que j'étais en France, que j'étais au cœur du dispositif parce que j'enseignais à Sciences Po alors, et j'ai d'ailleurs commencé à Sciences Po l'année où Sciences Po a mis en place les conventions éducation prioritaire qui permettaient à des élèves d'un certain nombre de lycées d'entrer dans l'école avec un concours qui leur était propre. Et que c'est ce qui m'a conduit à travailler sur le sujet. Ce qui m'avait frappé, c'était le fait que, enfin c'était deux choses, c'est-à-dire le fait que la présence de ces élèves a eu un impact considérable sur moi en tant qu'enseignant, parce que de par ma trajectoire sociale, je n'étais pas destiné non plus à enseigner à Sciences Po, pas destiné à y être étudiant, mais pas encore moins à y enseigner, et qu'au fond la présence de ces élèves a eu un impact sur moi, m'a probablement relégitimé en quelque sorte. Et puis j'ai vu les élèves qui venaient de province se dire qu'au fond, ils avaient aussi une spécificité à revendiquer. Et j'ai essayé dans mes cours de faire une sorte d'effet domino, c'est-à-dire que où, à partir de la présence minoritaire ici, d'autres groupes puissent être impactés. Et que même les élèves les plus favorisés, qui après tout n'y étaient pour rien, ils sont nés là où ils étaient nés là où ils étaient nés, qu'eux-mêmes puissent réfléchir à la spécificité de leur situation. C'est-à-dire qu'ils n'incarnent pas un universalisme par défaut. Alors la seule réserve de ce travail-là, c'est que, ce travail pédagogique, c'est que j'ai aussi vu dans les couloirs, entendu en l'occurrence, des élèves plus favorisés, dont je savais que les parents étaient passés par Sciences Po, etc., discréditer l'institution. Et il m'est apparu assez clair que la façon dont ils discréditaient l'institution était un nouveau moyen de se distinguer des autres. Parce que les nouveaux arrivants et les nouvelles arrivantes se devaient d'avoir un rapport enchanté à l'institution. C'est ce qu'on attendait d'eux, en quelque sorte. Ne pas critiquer Et donc, s'il n'y a pas une critique de l'institution elle-même, en l'occurrence de la notion d'élite, puisqu'il s'agit d'une grande école, le dispositif n'est qu'un dispositif qui revient à compenser très partiellement une discrimination, faire un effet de rattrapage, mais ne transforme pas globalement
le dispositif éducatif. Et c'est plutôt ce qu'a fait Sciences Po, de transformer le dispositif éducatif, puisque aujourd'hui, il n'y a plus de concours général pour rentrer à Sciences Po, il y a une étude beaucoup plus spécifique des différentes candidatures. Donc c'est ça aussi qui a changé. C'est que ma position, qui était peut-être plus admirative du modèle américain lorsque j'étais en France, est devenue aussi plus réaliste lorsque je suis arrivé ici et que j'ai regardé autrement l'expérience qui avait été la mienne. Ouais. C'est la dernière question. Vous écrivez ceci dans votre conclusion. Les luttes minoritaires doivent aussi contester les dispositifs qui les protègent, car ceux-ci excluent en même temps qu'ils reconnaissent. Une démarche minoritaire doit donc se jouer des institutions. Appelez-vous à la révolte, Bruno Perrault? Alors ça, c'est aussi une question aussi fondamentale que la première sur l'universalisme minoritaire. Je la déplacerai un petit peu en posant la question autrement, c'est-à-dire comment une révolte peut-elle se développer, c'est-à-dire dans l'idée de révolution, c'est-à-dire de ce retournement. Bon. Et est-ce qu'elle peut se faire avec les outils du droit? Puisqu'au fond, ce livre est un livre de théorie politique, sociale et juridique, est un livre qui se veut réaliste aussi, c'est-à-dire d'utiliser les outils qui existent pour regarder comment ils peuvent être maximisés pour protéger davantage les personnes et comment il peut émerger une autre forme de comportement, de relation entre les personnes en démocratie. On m'a parfois opposé, j'entends parfaitement cette critique, que si l'on procède de façon incrémentale, on peut risquer discursivement en tout cas de ne pas poser l'oppression générale comme le point de départ. Et que si on ne la pose pas discursivement, il est possible, ou il y a un risque en quelque sorte, d'avoir une réponse trop timorée en quelque sorte. J'ai tendance à penser l'inverse, pour une raison très simple, c'est que nous sommes dans un espace globalisé, un espace de grande circulation de l'information, et où la resignification d'un discours critique est quasiment immédiat. Et que par conséquent, lorsque l'on pose un discours critique comme l'angle d'attaque premier, par exemple en disant « c'est la révolte », cette révolte peut très vite être retournée contre elle-même. Ce que j'aime dans ce dispositif, c'est pour cela que je plaide pour celui-ci, c'est qu'au fond, il est un peu plus rusé d'une certaine façon. Il utilise la loi contre elle-même. C'est une ruse minoritaire que j'injecte dans le dispositif majoritaire qui est celui des démocraties occidentales. Donc voilà en quelque sorte la façon dont je conçois cette révolte dans un 21e siècle globalisé. Parfait. Alors, merci beaucoup pour votre participation à notre émission. Bruno Perrault, c'est un grand plaisir de discuter avec vous de votre essai Sphère d'injustice, publié aux éditions La Découverte en 2023. Alors voilà, c'est la fin de notre émission. Nous aurons très bientôt l'opportunité de nous entretenir avec le romancier Nicolas Chemla, qui viendra nous parler de son roman L'Abîme, publié l'année dernière aux éditions du Cherche Midi. En attendant cette prochaine émission, nous invitons à regarder nos précédents entretiens sur les réseaux sociaux et sur le site des services culturels de l'ambassade de France aux États-Unis, le site de la Villa Alberti. À très bientôt pour de nouveaux rendez-vous avec French Press.